Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bon, je suis ravi d'être ici parmi vous. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la relation entre l'homme et les animaux. Alors, il y avait celui de Dan Social. Le tout dernier que j'ai fait s'appelle « Éduquer ses enfants comme un renard ». C'est-à-dire, c'est une comparaison des modes d'éducation chez les humains et chez les animaux. C'est pas un recueil de conseils. Parce que bon, j'ai une relation à l'animal qui est aussi liée à ma formation de biologiste. Bon, je ne suis pas... De temps en temps, je parle d'animaux imaginaires, mais là, je vais vous parler d'animaux extrêmement réels, ceux avec lesquels nous vivons, ou ceux avec lesquels nous oublions que nous vivons tous les jours. J'ai fait beaucoup de livres sur les animaux sauvages, sur les animaux domestiques, sur notre relation à l'animal, sur l'animal qui est en nous, notre nature animale, d'où elle vient, ce qu'elle implique dans notre comportement. Et un des prolongements de ce travail consiste aussi à écrire sur la biodiversité, un terme dont on parle énormément aujourd'hui, qui n'est pas beaucoup plus clair maintenant. Maintenant qu'on en parle, on a vaguement l'idée que la biodiversité, c'est bon, la diversité du vivant. Ça, c'est la définition du mot biodiversité. On a en tête une espèce de vision de la nature. La biodiversité, c'est la nature. C'est pas faux, hein, mais c'est un peu réducteur. Et puis, on a souvent une vision de la nature. Alors, soit c'est l'horreur totale. Je sais que parmi vous, il y en a qui doivent détester aller à la campagne et regarder et se sentir entouré de petites bêtes. Et pour d'autres, la nature, c'est magnifique, c'est le paradis, en quelque sorte. Alors moi, je vais vous parler d'une nature un peu différente, une nature plus proche de la réalité, et je vais employer des termes, j'ai employé très peu de termes scientifiques, je vous rassure, mais je vais employer un terme très souvent, et qu'on emploie beaucoup lorsqu'on parle de biodiversité, c'est le mot « espèce ». Alors, espèce, qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien, hein, espèce de cornichon. Bon. Mais le mot « espèce », en biologie, il a un sens précis. Je vous donne un exemple. Vous reconnaissez peut-être cet animal. Crabe. Un crabe vert. C'est son nom. Son nom commun, c'est crabe vert. Il a plein de noms. On l'appelle aussi crabe enragé. Il a plein de petits noms dans chaque port. C'est un crabe. C'est une espèce de crabe. Ça, vous le reconnaissez aussi? Non? Vous n'avez jamais vu chez le enseignant? Le tourteau, le dormeur. Crabe rouge, sauf qu'on ne l'appelle pas crabe rouge. Qu'est-ce qui se passe si on met ensemble un crabe vert et un tourteau? Alors le crabe vert plus le tourteau, ou l'inverse. Hein, non, bon, on s'arrange pour qu'ils ne se tuent pas l'un l'autre. Est-ce qu'ils peuvent se reproduire ensemble? Eh ben non. Il n'y a pas de mélange entre ces deux animaux parce qu'ils appartiennent à deux espèces différentes. La définition la plus simple de l'espèce, c'est ça. C'est un groupe d'individus qui ne peuvent pas se reproduire avec les autres groupes d'individus, même s'ils leur ressemblent. Alors là, ils ne leur ressemblent pas vraiment, mais on a deux espèces de crabes. Dans la nature, il n'y a pas que deux espèces de crabes. Si on se promène sur le bord de la mer, on va en trouver beaucoup d'autres. On connaît à peu près 4000 espèces de crabes dans le monde. On sait qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, mais on en connaît à peu près 4000. Je vous prends un autre exemple. L'étoile de mer, eh ben, on connaît à peu près 7000 espèces d'étoiles de mer, différentes. Et le groupe des étoiles de mer appartient à un groupe zoologique un peu plus vaste. Ce sont des animaux qui ont des points communs avec d'autres animaux que vous connaissez, qui sont les oursins. Là, vous connaissez les oursins. Vous connaissez peut-être les concombres de mer. Et puis, il y a d'autres bêtes, hein, les ophiures, les lys de mer, les comatules, etc. C'est tout un ensemble qu'on appelle les échinodermes. On en connaît à peu près 7000 espèces. Un troisième exemple, ça c'est plus facile. Plus facile. L'ours noir d'Amérique. Il appartient à un groupe que vous connaissez, dont nous faisons partie, les mammifères. Et les mammifères, on connaît à peu près 4500 espèces de mammifères. On a en tête, évidemment, les loups, les éléphants, les tigres,
les sangliers, mais il ne faut pas oublier tous les petits mulots, les sarigues, les bêtes un peu bizarres, les chauves-souris, il y a plein de chauves-souris, les musaraignes, etc. 4500 espèces. Si je compare avec les étoiles de mer, on a voilà, 4500 mammifères, 7000 échinodermes, le groupe des étoiles de mer, mais il y a plein d'autres groupes. Si je prends les reptiles, on a à peu près 7000 espèces de reptiles. Les tortues, les serpents, les crocodiles, les lézards, etc. On connaît à peu près 10 000 espèces d'oiseaux. Vous en connaissez combien des oiseaux? 3, oui. Ouais, ça c'est raisonnable, c'est honnête. Hein, le pigeon, le moineau et le rouge-gorge, le corbeau. Bon, si on creuse un peu, on va arriver peut-être à une trentaine dans la pièce. Si vraiment il y a des amateurs d'oiseaux parmi vous, on connaît 10 000 espèces d'oiseaux. Les poissons, bon là aussi, bon, il y a ceux du poissonnier, une trentaine d'espèces de poissons chez les poissonniers. En réalité, on connaît 25 000 espèces de poissons. Les crabes, les crevettes, les homards, les langoustes, ça c'est de l'ordre, c'est tous les crustacés. On connaît à peu près 40 000 espèces de crustacés. Les mollusques, les coquillages, les escargots, les seiches, les calmars, ça on en connaît à peu près 120 000 espèces différentes. Et puis le groupe le plus important en nombre d'espèces différentes, c'est les insectes. Cette magnifique bouche de C, c'est le représentant ici d'un groupe d'insectes qui contient à peu près 1 million d'espèces. 1 million d'espèces connues. Au total, on connaît à peu près 1 800 000 espèces d'animaux et de végétaux à la surface du globe. 1 800 000, c'est l'inventaire auquel on est arrivé après 2 siècles d'observation, de recherche d'animaux. Le problème, c'est que chaque fois qu'on observe un milieu nouveau, un milieu où on n'est pas encore allé, ou qu'on n'a pas étudié avec précision, on trouve de nouvelles espèces. On trouve des quantités d'espèces minuscules, des insectes. Et parfois, on trouve des nouvelles espèces, on se demande comment on ne les a pas vues auparavant. Je donne un exemple, en 2019, cette année, a été découvert une nouvelle espèce de baleine. C'est pas petit, ça? C'est pas petit du tout. C'est une espèce de baleine qui vit au large du Japon. C'est la petite baleine à bec. Petite baleine à bec parce qu'elle mesure à peu près 6 mètres. Vous avez ici la grande baleine à bec que l'on connaissait. Silhouette humaine pour donner l'échelle. Et la petite baleine à bec, alors c'est pas tellement qu'on les avait jamais vues, c'est qu'on les avait pas distinguées des grandes baleines à bec. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, on avait bien 2 espèces différentes. Celle-là étant plus petite, plus sombre, avec un bec plus petit. Il n'y a pas de mélange entre les deux. Ça, c'est ce que nous permet de constater l'analyse de leur ADN. Aujourd'hui, on ne se contente pas de regarder l'animal, parce que honnêtement, on regarde les 2 baleines, on dit que ça pourrait être un mâle et une femelle. Ça pourrait être 2 populations un peu éloignées, qui sont un petit peu différentes, mais ils pourraient très bien se reproduire entre eux et constituer une seule espèce. Et là, par l'analyse de l'ADN, on peut savoir qu'il s'agit bien de 2 espèces. Autre espèce découverte cette année, une très jolie araignée qui vit au Sri Lanka, qui, oui, ne vous inquiétez pas, elle mesure 30 cm de long. Hein. Belle araignée. Bon, je vais vous en montrer d'autres, des becs épouvantables, alors ne vous inquiétez pas trop. Des animaux comme ça, on en trouve tous les jours, et dans certains cas, il y a un autre aspect de la découverte qui est surprenant. Ah oui, ça doit être mignon. C'est un petit lémurien. C'est le lémurien nain de la forêt de l'Avassoa. Les lémuriens vivant à Madagascar, il y en a des quantités d'espèces. Celle-là n'était pas connue. Et le jour où on l'a découverte, c'était vers 2013 ou 2014,
quand elle a été identifiée comme espèce différente, le même jour, enfin au même jour, au même moment, on s'est rendu compte que cette espèce nouvellement décrite était bien proche de l'extinction, puisqu'il n'en reste que 50 individus. 50 individus dans une espèce, c'est vraiment très très peu. Les lémuriens ont été tués volontairement ou non, notamment à cause de la coupe des forêts dans lesquelles ils vivent. Ils ne vivent que en forêt. Si on coupe leur forêt, les lémuriens disparaissent. Ce petit lémurien est donc nouvellement découvert et proche de l'extinction en même temps. Il y a plein d'espèces comme ça. Et je reviendrai sur ce sujet. Ça, c'est un aspect de la biodiversité. Le nombre d'espèces. Donc avec les espèces qu'on ne connaît pas, combien est-ce qu'il en reste? Combien est-ce qu'il y en a sur Terre? On en connaît 1 800 000. On se dit il y en a peut-être 5 millions, peut-être 50 millions. On n'en sait rien. On n'a aucun moyen de savoir exactement combien il y a d'espèces, pour autant que la question ait vraiment un sens. Et aujourd'hui, on se dit qu'on n'arrivera jamais, de toute façon, à faire l'inventaire complet des espèces qui vivent sur la planète Terre. On n'y arrivera pas, notamment parce qu'avant qu'on les ait découvertes, on sait qu'il y en a qui disparaissent. Donc c'est un mouvement permanent au fur et à mesure qu'on les compte, il y en a qui disparaissent avant qu'on les ait comptés. En tout cas, il y en a beaucoup. Mais la biodiversité, c'est pas seulement un nombre d'espèces. Je reprends mon exemple du crabe. J'ai pêché un crabe vert dans une mare, et puis dans la mare d'à côté, avec mon épuisette, j'en pêche un autre. C'est toujours un crabe vert. Il n'est pas complètement vert, mais on l'appelle crabe vert. Et puis un troisième, un quatrième, et j'en prends ensuite plein, et ils sont tous différents les uns des autres. Bon, ça c'est pas très surprenant. Tous les individus d'une même espèce sont différents. Dans cette classe, dans cette salle, nous sommes tous différents les uns des autres, nous appartenons à la même espèce. Ça fait partie de la biodiversité aussi. Tous les crabes verts sont différents les uns des autres. Toutes les sardines d'un banc de sardines sont différentes les unes des autres. Dans leur forme, leur taille, le nombre d'écailles, la taille des nageoires, la vitesse de nage, le comportement vis-à-vis des prédateurs, tout est différent d'un individu à l'autre, même si on ne le voit pas. Et puis il y a un autre aspect de la biodiversité qui est les milieux naturels dans lesquels vivent les animaux. Vous reconnaissez peut-être ces 4 milieux. En haut à gauche, la savane. Hein, on voit des zèbres, des lions, des babouins, etc. Ici, forêt. La forêt européenne. Avant qu'on en ait éliminé les loups et les ours, mais on reconnaît quand même l'écureuil, le bouvreuil, le cerf, le pivert, etc. En bas à gauche, le désert du Sahara. Vous connaissez peut-être le fennec. Et il y a des scorpions, des gerbilles, etc. Et ici, une forêt de marais de type bayou en Amérique du Nord. C'est juste 4 milieux. Il y a des dizaines et des dizaines de milieux différents à la surface du globe. Et chaque milieu est bien caractérisé par un ensemble de plantes et d'animaux. Il n'y a pas de zèbre dans la forêt européenne. Et il n'y a pas d'ours dans le Sahara. Donc il y a des dizaines de milieux différents. On peut essayer de les comparer, de regarder leur richesse. Un milieu particulièrement riche, c'est la forêt équatoriale, la forêt chaude et humide. On considère que dans une forêt comme ça, dans la surface du globe, il y en a donc sur la bande de l'équateur, c'est un milieu dans lequel on va pouvoir compter de l'ordre de 50 000 espèces au kilomètre carré. Vous avez un carré d'1 kilomètre de côté, c'est grand 1 kilomètre quand même, 50 000 espèces. On peut compter à l'intérieur de ce carré. Parmi ces espèces, ça fait quelques espèces de la forêt de Bornéo, quelques singes, mais il y en a bien d'autres. Il n'y a pas les oiseaux, des poissons, des crabes, des grenouilles, et puis des mille-pattes, des fourmis, des araignées, des scorpions, plein de bêtes désagréables. La biodiversité, c'est aussi les bêtes désagréables. C'est pas seulement les pandas et les lémuriens. Et on peut se poser la question de
l'intérêt de ces animaux pour nous. Un autre milieu très riche, c'est le milieu des récifs coralliens. En mer, les récifs coralliens, ça occupe une grande partie des mers littorales et puis autour des îles dans les régions chaudes. Dans les mers chaudes, là il y a de l'ordre de 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré. Les récifs coralliens, ça représente une infime partie de la surface des océans, moins de 1%, mais ça représente de l'ordre de 30% de toutes les espèces qu'on peut y trouver. Et c'est aussi, là j'anticipe un peu sur la suite, quelque chose d'important pour nous parce que à peu près 400 millions de personnes vivent grâce aux récifs coralliens à la surface du globe. C'est un milieu très important, même si ça représente une toute petite surface. La richesse d'un milieu, c'est pas seulement le nombre d'espèces, c'est aussi la quantité de nourriture qu'il peut y avoir pour les animaux ou pour les hommes. Je prends un exemple avec une prairie de montagne. Prairie de montagne qui n'est pas un milieu complètement naturel, puisque depuis des siècles, c'est un milieu qui a été modifié par l'homme, notamment par les bergers qui amènent des brebis dans la montagne, qui vont modifier le milieu, qui vont enrichir la terre, éliminer certaines plantes, en favoriser d'autres. Et donc on a un milieu avec énormément de fleurs différentes, énormément de plantes différentes, plein d'insectes qui vivent dans ces prairies. C'est un milieu qui est assez riche en espèces et qu'on peut comparer à un champ de colza. Alors ça, comme le nombre d'espèces dans le champ de colza, normalement, il y en a une. Il y a quand même le colza. Et avec le colza, il y a les quelques plantes qui ont survécu aux pesticides qui ont été déversés, toutes les mauvaises herbes, les fleurs sauvages qui ont réussi à échapper aux pesticides, et quelques insectes qui aussi ont survécu. Mais l'agriculteur, lui, essaie de faire en sorte qu'il n'y ait que du colza dans son champ, en disant que moins il y a de plantes autres et moins il y a d'animaux autres, mieux c'est pour lui, parce que la quantité de plantes est énorme dans un milieu comme ça. Là, en quantité, en masse végétale, c'est absolument énorme, même comparé à un milieu riche comme celui-ci. Un dernier milieu, parce que c'est un milieu qui est intéressant, et puis ça me permet j'en reparlerai tout à l'heure, ce sont des forêts d'algues qui poussent sur le littoral américain, notamment au nord-ouest de l'Amérique, du côté Californie, Alaska. Ce sont des forêts qu'on appelle le kelp. Des très grandes algues qui sont accrochées au fond, et puis qui montent jusqu'à 20-30 mètres de haut, jusqu'à la surface de la mer où elles s'étalent. Et ce milieu est un milieu extrêmement riche, lui aussi, avec beaucoup d'espèces différentes. Au fond, des quantités d'oursins, d'étoiles de mer, d'escargots de mer, des vers, des crabes, des crevettes, et puis des poissons qui viennent se nourrir dedans, qui trouvent plein de petites proies, qui peuvent se reproduire là parce qu'il y a beaucoup à manger pour les petits. Ces poissons qui, devenus un peu plus grands, vont aller ailleurs, en dehors de ces forêts, et nourriront les gros poissons, les dauphins, les orques, etc., qui sont à l'extérieur. Pour les pêcheurs, c'est important parce que c'est un milieu où peuvent se reproduire les poissons qu'eux-mêmes pêchent. Et en surface, on va trouver aussi des animaux, les loutres de mer, qui sont les prédateurs terminaux de ce milieu, qui se nourrissent notamment de crabes. Alors les loutres de mer passent toute leur vie en mer, ça ressemble aux loutres des rivières, mais elles ne vivent vraiment que en mer. Elles plongent pour aller chercher des crabes et des coquillages, et elles remontent avec un crabe et un caillou, et elles cassent le crabe ou le coquillage sur leur ventre, en faisant la planche, et peuvent le manger ensuite tranquillement. Des animaux très intéressants. Et on peut représenter ça d'une façon, vous avez sûrement vu en SVT un jour ou l'autre, mais peut-être dans des classes où vous étiez plus jeune. On part des algues, qui constituent les forêts de kelp, qui sont mangées par les oursins adorent les algues, et les loutres de mer adorent les oursins. Comment est-ce qu'on appelle ça? Une chaîne alimentaire. En réalité, c'est plus compliqué, parce qu'il y a plus d'espèces. Les oursins sont mangés aussi par les crabes, qui sont aussi mangés par les loutres de mer.
De même pour les coquillages qui mangent aussi des algues. En fait, c'est ce qu'on appelle un réseau alimentaire. C'est quelque chose d'un peu plus complexe qu'une simple chaîne. Et si on regarde vraiment un milieu naturel, on se rend compte que les relations entre les espèces sont bien plus compliquées que ce que je vous montre là. Voilà par exemple ce qu'on peut observer en baie de Saint-Brieuc, avec une partie des espèces qu'on trouve dans la baie de Saint-Brieuc en Bretagne. C'est juste une partie, hein, c'est les espèces les plus communes. Et voilà les relations qu'on peut voir entre elles. Et encore, ça c'est à un moment de l'année, ça ne tient pas compte de la croissance des espèces, de la taille qu'elles ont, de la forme qu'elles ont. Voilà, ça vous donne une idée de la complexité de ce que c'est qu'un milieu naturel. À quoi ça sert tout ça? À quoi servent toutes ces espèces? À quoi servent ces milieux horriblement compliqués comme ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, humains, se débrouiller avec juste quelques animaux de ferme et puis quelques animaux compagnons? Est-ce qu'on ne serait pas plus tranquille sans les moustiques, sans les serpents et toutes les autres bêtes qu'on n'aime pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toute cette biodiversité? À quoi ça sert? Je reprends la question du début. À quoi ça sert cette biodiversité pour nous? Il y a un premier point qui est important. Pour une espèce comme la nôtre, qui a vécu pendant la majeure partie de son existence en tant que chasseur-cueilleur, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, qui ont nourri en prélevant toute notre nourriture dans le milieu naturel. À un moment, on a changé et on est passé de la chasse à l'élevage, de la cueillette à l'agriculture, mais il reste des domaines dans lesquels nous continuons à prélever énormément d'éléments dans la nature. Et notamment la pêche, c'est le dernier grand domaine dans lequel nous prélevons des animaux dans le milieu naturel. Ce sont des animaux sauvages qu'on va prélever, pour une grande partie d'entre eux. Maintenant, il y a aussi de l'aquaculture qui permet d'avoir des poissons d'élevage, mais il reste une grande partie de l'alimentation de centaines de millions de personnes à la surface du globe est constituée, pour une part importante, des produits de la pêche. Les forêts continuent à jouer un rôle essentiel. L'exploitation des forêts, tout autour du monde, que ce soit dans les régions froides, on parle toujours des forêts, de la forêt amazonienne, des forêts tropicales et équatoriales qui sont exploitées, mais les forêts du Nord sont exploitées elles aussi pour le bois. Le bois de construction, le bois pour faire des meubles, le bois pour faire du papier, etc. Pour toutes les plantes, on va trouver dans les forêts aussi. Des plantes médicinales. Et puis il y a encore des gens qui vont chercher de la nourriture dans les forêts, même si c'est assez réduit. Beaucoup de forêts sont maintenant plantées. Ce sont des forêts de culture. Il n'empêche qu'il reste énormément de prélèvements dans les forêts sauvages actuellement. Nous reposons, notre économie repose en partie sur le milieu naturel, sur les animaux et les plantes sauvages. Quelques exemples précis. Un animal, alors, qui est-ce qui reconnaît l'animal? Abeille. Alors, abeille, 0. La guêpe, 0. C'est un bourdon. C'est un bourdon. Et les bourdons, comme les abeilles, pollinisent les fleurs. Les pollinisateurs sauvages, pas seulement les abeilles, mais toutes les abeilles sauvages, les papillons et plein d'autres insectes jouent un rôle essentiel dans la nature, mais aussi pour nous. Sans ces insectes, les fleurs ne se transforment pas en fruits. Pour qu'une fleur se transforme en fruit, il faut qu'elle ait été pollinisée, il faut que le pollen d'une autre fleur, de la même espèce, soit parvenu à l'intérieur d'elle-même, et elle peut alors se transformer en fruit. Sans ces insectes, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de cerises, et puis il n'y a plus de légumes fruits. Les pastèques, les courgettes, les aubergines, les tomates, tous ces légumes fruits sont pollinisés grâce à l'action des insectes. En général, si les insectes ne font pas ce travail, il faut le faire à la main.
Quand on a commencé à cultiver des tomates sous serre, on s'est rendu compte que les quelques abeilles qu'on mettait sous la serre ne pouvaient pas polliniser les fleurs de tomates parce qu'elles ont une forme particulière qui n'est pas compatible avec l'anatomie des abeilles. Et donc il fallait soit des bourdons, soit le faire à la main. Et si on le fait à la main, ça coûte cher. On considère que le travail des insectes pollinisateurs, c'est de l'ordre de 200 milliards d'euros par an. Parce qu'il y a des gens qui essayent de donner un prix au travail de ces animaux. Je reviendrai sur cette histoire d'insectes, parce qu'il y en a beaucoup, et puis on a tendance à les, autrefois en tout cas, même encore aujourd'hui, à les séparer en utiles et nuisibles, qui est d'une façon un peu particulière, qui est très liée à notre point de vue humain, mais c'est un point de vue qui est intéressant aussi. Il y a d'autres animaux qui sont très importants, et liés à notre alimentation, les vers de terre. En France, vous connaissez le ver de terre. En fait, il y a 70 espèces différentes de vers de terre en France. Quel est le rôle des vers de terre, de notre point de vue humain, de bourrer les terres, Rendre la terre fertile. fertiliser. Oui, en partie, c'est vrai. Les vers se nourrissent de débris végétaux et animaux, surtout végétaux, et transforment ces débris en excréments, les petits tortillons, qui vont effectivement enrichir la terre. Ils jouent un autre rôle, ils creusent des galeries dans la terre, par lesquelles va pouvoir s'infiltrer beaucoup plus rapidement l'eau et l'air, qui vont être nécessaires aux racines. Sans vers de terre, la production des terres agricoles est bien moindre que si on laisse la population de vers de terre tranquille. La population des vers de terre a énormément diminué ces dernières années, enfin depuis l'agriculture intensive. On considère que dans la terre, alors il y a des vers de terre, mais il y a aussi plein d'insectes, etc. On considère que sur un hectare c'est un carré de 100 mètres de côté. C'est à peu près un terrain de foot, un demi-terrain de foot. Il y a 1 à 5 tonnes d'animaux dans le sol. On pense aux animaux à la surface du sol, les cerfs, les sangliers, les lapins, etc. Mais la masse la plus importante, c'est les animaux qui sont dans le sol. Donc ça, c'est très important, ce travail. Et puis on peut prendre un exemple plus étrange comme celui-ci. Alors celui-là, j'aime bien. C'est le râteau pnu. Le râteau pnu, il est grand comme ça à peu près. Il vit sous terre, il creuse des galeries. C'est un animal qui vit en Afrique de l'Est, dans des plaines semi-arides. Il creuse des galeries et il se nourrit de racines. C'est un animal qui vit en société de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus, qui a un mode de vie très particulier, très intéressant, pour ceux qui s'intéressent à ce genre d'animaux, évidemment. Et c'est un animal qui a d'autres particularités. Par exemple, vous voyez que c'est un rongeur, on voit la forme de ses dents, hein, il creuse la terre avec ses dents. C'est un animal donc qui est grand comme ça, comme un mulot, un gros mulot. À votre avis, quelle est la durée de vie d'un mulot? Un rongeur, un petit rongeur qu'on trouve dans les campagnes, ça vit 2-3 ans, s'ils ne se font pas manger avant par un prédateur. Cet animal-là peut vivre 50 ans. Wow. Et là, on se demande, qu'est-ce qui lui donne la possibilité d'avoir une longévité aussi importante? Ah, ça nous intéresse, parce que l'idée de vivre plus vieux, a priori, plus vieux et en bonne santé, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc on s'interroge sur les qualités de cet animal. Autre particularité, c'est un animal qui n'attrape pratiquement jamais de cancer. Alors que tous les mammifères peuvent être touchés par des cancers, comme nous. Celui-ci, apparemment, est
quasiment. Alors aujourd'hui, je dis quasiment, il y a 2 ans, on pensait qu'on n'en attrapait jamais. On en a vu qu'il y avait attrapé une leucémie, donc on s'est rendu compte que c'était possible, mais c'est extrêmement rare. Quel est le secret de cet animal pour échapper à cette maladie? Ouais. Voilà, alors c'est la question qu'on se pose. Tu proposes le fait que ces cellules se régénèrent, ok, après on étudie ça, on essaie de comprendre. Il y a des gens qui travaillent là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui permet d'échapper au cancer. La biodiversité, c'est aussi une source de connaissances sur le fonctionnement des organismes, sur notre propre fonctionnement. Et ça, on ne sait jamais ce qu'on va apprendre en étudiant un animal. À le regarder, on se dit juste, il est vraiment très moche, mais il est très intéressant aussi. Ça, c'est les surprises de la biodiversité. Alors, d'autres aspects importants de la biodiversité, et surtout, ça c'est un aspect dont on parle beaucoup en ce moment, les forêts et la nature au sens large, non touchée par l'homme, souvent jouent des rôles d'éponge. En cas de pluie torrentielle, d'orage très important, la végétation va retenir très facilement de grandes quantités d'eau dans les mousses, dans les herbes, autour des racines. En plus, il y a toutes les galeries des vers de terre, etc. Certaines forêts vont jouer vraiment un rôle d'éponge et ensuite libérer l'eau petit à petit. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans le sud de la France? Des inondations à répétition, inondations qui sont complètement liées au fait qu'on a détruit, il y a fort longtemps, toutes les forêts qu'il y avait dans les montagnes autour du bassin méditerranéen. C'est une histoire qui remonte même pas à l'Antiquité, ça remonte à la préhistoire, quand nos ancêtres ont commencé à défricher pour cultiver ces régions et transformer toutes les forêts qui vivaient dans les régions méditerranéennes en terres arides, cultivées éventuellement, mais qui ne retiennent pas l'eau de cette façon-là. Un dernier exemple qui est intéressant, vous reconnaissez la forme de la Bretagne, on voit des petites taches blanches, ce sont les nuages, l'océan en bleu, et puis le long des côtes et au large, on voit des zones verdâtres. On peut regarder d'un peu plus près, là vous avez un bateau pour vous donner l'échelle. Ah. C'est quoi ça? Ces espèces de nuages qu'il y a dans l'eau, ce sont des nuages de plancton végétal, des algues microscopiques. Par exemple, celle-ci s'appelle Emiliana. C'est une algue, vous voyez sa taille, elle fait un centième de millimètre de diamètre. C'est invisible à l'œil nu. Sur un nuage comme ça, vous imaginez le nombre prodigieux de ces algues. C'est des milliards de milliards d'algues qui sont là, qui forment des nuages visibles par satellite. Ces algues ont un intérêt tout particulier pour nous. D'abord, elles servent de nourriture au plancton animal, qui va être mangé par les poissons, qui va être mangé par d'autres animaux. C'est le départ des chaînes alimentaires. Ouais. Ils font pas du dioxygène? Exactement. Ces algues font du dioxygène, l'oxygène que nous respirons. Comme les forêts, on dit souvent que l'Amazonie est le poumon de la planète. Ce qui est une analogie assez boiteuse, parce qu'un poumon, c'est quelque chose qui prélève de l'oxygène et qui rejette du dioxyde de carbone. On suppose que quand on dit poumon de la planète, ça veut dire l'inverse pour l'Amazonie. En fait, les grandes forêts comme l'Amazonie produisent beaucoup d'oxygène, mais on consomme énormément, parce qu'il y a dégradation de tous les déchets végétaux et ça consomme de l'oxygène. Ces algues-là, lorsqu'elles meurent, elles tombent au fond. Ces petites plaques sont relativement lourdes, elles vont finir par tomber au fond sans être dégradées. Et elles s'accumulent au fond et ça donne des couches de calcaire, exactement comme toutes les falaises qu'il y a le long de la Manche. Les falaises d'Étretat, les falaises qu'il y a en Angleterre, sont constituées de milliards d'algues comme ça, qui produisent de l'oxygène. Une grande partie de l'oxygène que nous respirons est produit par les microalgues du plancton marin. Tout ce qui va toucher à l'existence de ces algues, bien évidemment, il pourrait avoir des conséquences sur nous. On ne voudrait pas que toutes ces microalgues disparaissent.
Aujourd'hui, parmi l'ensemble des espèces que l'on peut observer, on a constaté que un quart d'entre elles sont menacées d'extinction. Menacées d'extinction, ça veut dire qu'on craint que ces espèces ne disparaissent. Un quart de la biodiversité mondiale est menacée aujourd'hui. Menacée, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous prends un exemple. Vous connaissez peut-être ce charmant oiseau, le dodo. C'était un gros oiseau, la tête devait arriver à peu près à ce niveau-là. Un oiseau qui vivait dans les îles de l'océan Indien, notamment à l'île Maurice et à Madagascar. Et dans l'île Maurice, lorsque les premiers marins sont arrivés, l'île n'était pas peuplée à ce moment-là, les premiers marins européens sont arrivés, ils ont mangé un certain nombre de dodos, même s'ils ne trouvaient pas ça très bon. Ils ont apporté aussi des rats qui ont mangé les œufs de dodo, des chats qui se sont aussi intéressés aux petits dodos, et un jour, un marin a mangé le dernier dodo. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus, ça veut dire que cet oiseau, qui ne vivait qu'à cet endroit-là, a disparu. Et il ne réapparaîtra jamais. C'est terminé pour les dodos. C'est terminé aussi pour les perce-oreilles géants de Sainte-Hélène. Bon, ça vous est égal. Le perce-oreille géant, il était à peu près grand comme ça. Ce qui est surprenant dans son cas, c'est qu'on ne sait pas du tout pourquoi il a disparu. Il vivait dans l'île de Sainte-Hélène, probablement à un endroit très déterminé, et il y a eu des maisons qui ont été construites là, ou quelque chose qui s'est passé, ou une culture, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il a disparu. On n'en a pas revu depuis 50 ans. Il y a des gens qui le connaissaient, qui savaient où en voir. On ne les a jamais revus. Ça, c'est les exemples de disparition. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Ces 5 derniers siècles, ça se compte par centaines, voire par milliers. Des espèces que l'on connaissait et qui ont disparu. Et puis, il y a des espèces qui sont directement menacées. Les éléphants sont menacés à cause de leur défense, de l'ivoire de leur défense. Il se vend très cher sur le marché international. Et donc, des chasseurs, en quête de trophées, et aujourd'hui d'ivoire, tuent les éléphants. C'est de l'ordre de 20 000 éléphants qui sont tués chaque année. C'est-à-dire que là, si ça se poursuit de la même façon, ça veut dire que d'ici 2050, il n'y a plus d'éléphants. Est-ce qu'on imagine un monde dans lequel il n'y a plus d'éléphants? Est-ce qu'on a envie de ça? Et puis, il y a les éléphants, mais il y a tous les autres aussi. Est-ce que vous connaissez l'animal Tatou. Qui est dans les cages, là? Alors, ça ressemble un peu à un tatou. C'est le pangolin, exactement. Chaque année, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de pangolins sont tués. Alors, un peu pour leur chair, mais surtout pour leurs écailles. C'est un animal qui, comme le tatou, peut se rouler en boule et qui est protégé par des écailles cornées qui forment un peu comme des écailles de poisson et qui le protègent super bien contre les prédateurs. Et là, les petits malins se disent, si le pangolin est protégé par ses écailles, on va faire des médicaments à partir des écailles qui vont nous protéger, nous aussi. Et donc, ils réduisent en poudre les écailles de pangolin, ils font des petites pilules, et ils vendent très cher ces pilules. À des gens qui s'imaginent qu'en mangeant de la corne, c'est exactement la même matière que nos ongles, hein, que nos cheveux. Vous faites des pilules à partir de nos ongles, et vous mangez ça en croyant que vous allez vous protéger. Ben, c'est à peu près ce qui se passe avec les pangolins. Mais un pangolin, ça vaut 1 000 $ sur le marché. Et donc il y a plein de gens qui vendent des pangolins parce qu'il y a des esprits crédules, mais des esprits crédules, ça se compte par centaines de millions de personnes, qui vont croire qu'ils vont être protégés par ça.
Et les pangolins pourraient disparaître un jour aussi à cause de bêtises, parce que c'est vraiment des bêtises, ce genre de croyance. C'est exactement du même niveau que les cornes de rhinocéros. Hein, les cornes de rhinocéros qui sont très longues et droites, et on s'est dit, bah ouais, ça, long et droit comme ça, bah, c'est sûrement aphrodisiaque. Et donc on réduit la corne de rhinocéros, qui est la même matière que nos ongles, toujours, là on les réduit en petites pilules, et on les vend en faisant croire aux gens que c'est aphrodisiaque. Pour le mieux, on rajoute un peu de Viagra dans à la poudre de rhinocéros, et ça marche à ce moment-là. Ah, bref. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va provoquer la disparition des espèces? On vient de voir, le braconnage, c'est une des causes, c'est une cause importante hein, pour beaucoup d'animaux. Mais une activité parfaitement légale et normale, à nos yeux, est aussi à risque pour les espèces. La surpêche, la pêche industrielle, lorsqu'on pêche des millions de tonnes de poissons, par exemple ici, des tout petits poissons qui sont grands comme ça, 10-15 cm, on ne mange pas nous-mêmes. Parce que les petits poissons comme ça, ils ne trouvent pas de gens qui veulent en cuisiner. Donc ils ne sont pas vendus chez les poissonniers. Ils sont aussitôt séchés, transformés en farine, et ils vont servir de nourriture sous forme de granulés pour les poissons d'élevage, pour les volailles. Il ne faut pas donner trop de farine de poisson aux volailles, sinon ça leur donne un goût un peu bizarre, évidemment. On en donne aux porcs, aux bœufs, on en donne aux chiens et aux chats. Les croquettes pour chiens et chats contiennent de la farine de poisson. On en met aussi dans nos aliments. C'est consommé sous forme de farine protéinée dans plein de domaines de l'alimentation animale et humaine. Mais ce faisant, on épuise complètement les bancs de ces poissons, on prive de nourriture les gros poissons qui s'en nourrissent et que nous pêchons aussi. On prive aussi de nourriture les oiseaux, les dauphins, les baleines qui se nourrissent de tous ces petits poissons. Notre activité de pêche de petits poissons agit sur beaucoup d'autres espèces. L'autre grande cause de disparition d'espèces, c'est la destruction des milieux. On abat une forêt, et bien tous les animaux qui vivaient dans cette forêt sont détruits. Il n'y a pas forcément extinction. S'il y avait des loups ici, ben les loups, il y en a ailleurs. Et puis les loups peuvent se déplacer. Les oiseaux peuvent se déplacer. Mais dans certains cas, on détruit de telles surfaces que l'espèce qui vivait à ce moment-là disparaît. C'est probablement ce qui s'est passé pour le perce-oreille géant dont je vous parlais. Cette destruction des milieux, que ce soit pour l'exploitation des forêts ou alors carrément la destruction complète du milieu naturel, pour les grandes mines à ciel ouvert, ça c'est les deux causes principales, avec la chasse et la pêche, de disparition des espèces. Il y a d'autres causes, comme la pollution. Alors, ça c'est évident, pollution par plastique. Ça c'est une part infime de la réelle pollution par les plastiques. Puisqu'on sait maintenant que l'essentiel du plastique dans les océans, c'est des micro-particules de plastique. Tous ces éléments sont finement broyés par l'agitation de l'eau, le sable, etc. Donnent des petits morceaux de plastique, puis des tout petits morceaux, tellement petits qu'ils peuvent être consommés par les petits animaux du plancton, qui vont manger ce plancton avec le plastique. Ce sont les poissons, qui vont être mangés par des oiseaux, par des gros poissons, par des baleines, qui vont être remplis de plastique et remplis de tous les polluants qui se sont fixés sur les plastiques. Donc c'est une des causes importantes de pollution dans le monde. Un autre exemple, ça c'est pas des déchets, c'est l'enrichissement par des engrais naturels de la terre. Naturel au sens où engrais produit par des animaux, le fumier, le lisier.
On sait bien que ça enrichit le sol, et c'est très bon pour les cultures. Cela dit, si on en met trop dans le sol, les cultures ne prélèvent pas tout, et une grande partie de ce fumier ou du lisier va se retrouver embarquée par les pluies, jusque dans les rivières et jusque dans les océans. C'est exactement ce qui s'est passé en Bretagne, avec le lisier de porc produit en quantité absolument gigantesque, épandu sur les cultures, et qui aboutit dans les rivières, dans les nappes phréatiques. L'eau est absolument imbuvable, trop riche en nitrates. L'eau des rivières est trop riche en nitrates, et l'eau de la mer devient trop riche en nitrates. Résultat, les algues se développent, prolifèrent grâce à ces nitrates et aux phosphates qui sont envoyés dans les rivières. Prolifération d'algues vertes, vous allez me dire, c'est super les algues vertes, ça peut servir de nourriture à des poissons. Il y a des poissons qui mangent des algues vertes, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez, et ces algues vertes meurent. Elles s'entassent sur les plages, elles meurent, elles se décomposent, et les bactéries qui les décomposent consomment de l'oxygène. Et on se retrouve avec des zones, alors sur les plages, il y a de l'air, mais en mer, où tout l'oxygène de l'eau est prélevé pour ça. La décomposition de ces algues va priver d'oxygène des surfaces immenses. Et faute d'oxygène, les poissons meurent. Et on connaît des zones maintenant dans le monde, par exemple dans l'océan Indien, une zone qui est à peu près grande comme la Bretagne et la Normandie réunies, qui est dépourvue d'oxygène. Et ces zones où tous les animaux meurent, presque tous les animaux meurent, il y en a de plus en plus. Là, c'est dans l'océan Indien. Donc ça fait partie des causes d'extinction d'espèces, des causes possibles. Une pollution volontaire, entre guillemets, on jette des déchets, évidemment ça pollue. Mais dans d'autres cas, c'est notre activité qui ne se voulait pas polluante, qui finit par être polluante. Et puis, il y a un autre élément qui commence à devenir très important, qui est le réchauffement climatique. Là, vous avez sur cette carte, ça résume un peu ce qui s'est passé ces 50 dernières années. On a une comparaison entre la moyenne des températures des années 1951-1980 avec la période 2014-2018. Vous avez peut-être entendu à la radio, là, la décennie 2010-2019 est probablement la plus chaude qu'on ait connue depuis plusieurs milliers d'années. Et la différence par rapport aux années 51-80, on la voit ici, avec une Terre qui est globalement à plus de 1 degré au-dessus de la moyenne d'il y a 50 ans. Avec des zones beaucoup plus chaudes. Vous voyez que l'Arctique est beaucoup plus chaud, s'est réchauffé beaucoup plus que le reste du globe. Il y a même quelques zones qui se sont refroidies, mais elles sont très peu nombreuses par rapport à un réchauffement global. Ce réchauffement global, il va avoir des conséquences directes. Par exemple, sur un des milieux dont je parlais tout à l'heure, les récifs coralliens, les coraux ne supportent pas d'être menés à une température, de se trouver dans une eau au-dessus de 30 degrés. Et dans les régions équatoriales, ça arrive de temps en temps que l'eau dépasse 30 degrés. À ce moment-là, les coraux vont expulser les algues avec lesquelles ils vivent en collaboration. Il y a plein de micro-algues, d'algues microscopiques à l'intérieur des coraux qui leur donnent leur couleur, leur belle couleur, et qui les aident à vivre. Les coraux ont besoin de ces algues pour vivre, même s'ils sont des animaux. Et si l'eau est trop chaude, le corail expulse les algues, devient tout blanc. Si la température s'abaisse avant une semaine ou 15 jours, il va récupérer ces algues et continuer à vivre. Si la période de réchauffement est trop longue, le corail va mourir. Il va rester tout blanc et il va mourir. Et on se retrouve dans ces cas-là avec des champs entiers de coraux blanchis, des épisodes de blanchiment du coraux. Depuis les années 2000, il y a eu 3 épisodes de blanchiment à grande échelle. Les derniers, c'était 2016-2017, un épisode de longue durée,
près de la moitié des coraux de la grande barrière de corail d'Australie, la plus grande zone de récifs coralliens au monde, la moitié de ces coraux ont été atteints. Par la suite, les coraux peuvent se remettre à croître. Il y a plein de larves de coraux dans l'océan qui peuvent se poser et redonner des coraux. Mais si les épisodes s'enchaînent les uns derrière les autres, ça ne pourra pas se renouveler de façon satisfaisante. Or, dans ces coraux, il y a énormément d'autres espèces, des coquillages, des crustacés, des poissons, et je vous disais tout à l'heure l'importance de ces coraux pour l'alimentation de centaines de millions de personnes, mais aussi les coraux jouent un rôle important de protection du rivage contre la houle, contre les marées dans certaines régions. Alors voilà quelques exemples de problèmes qui vont se poser à cause du réchauffement, des sécheresses de plus en plus courantes. En ce moment, c'est en Californie, mais il y en a ailleurs dans le monde. Ça, c'était en Grèce. Le réchauffement va aussi provoquer des fractures dans les zones de glaciers continentaux. Là, c'est en Antarctique. Ça veut dire que c'est d'immenses surfaces de glace qui vont être mises dans l'eau, fondre dans l'eau, et donc faire remonter le niveau de la mer. Et s'il y a remontée du niveau de la mer, des petites îles comme ça, c'est la capitale des Maldives. La capitale des Maldives, elle est en gros à 1,50 m au-dessus du niveau de la mer. Un relèvement du niveau de la mer de 50 cm, c'est catastrophique. C'est une capitale qui risque de disparaître dans les 50 ans à venir. Peut-être même avant. Et puis, pour les animaux, des changements avec la température qui sont importants. Si le climat est un peu plus chaud, pensez aux oiseaux migrateurs. Là, c'est un balbuzard. On sait que les migrations de ces oiseaux entre la France et l'Afrique, entre l'Espagne et l'Afrique, a changé. Les migrations ont changé. Avec un climat un peu plus chaud, les oiseaux vont avoir tendance à partir plus tard en automne. Peut-être que ces changements n'auront pas d'impact sur leur nombre, mais dans certains cas, ça peut jouer un rôle. Par exemple, dans le cas de cet oiseau, le gobe-mouche noir, un petit oiseau qui vit dans les forêts en France et en Europe, dont les populations ont beaucoup baissé ces derniers temps. Et l'une des causes est peut-être que ces gobe-mouches noirs ont un peu changé la date de leur migration. Ils ont avancé leur migration de 5 jours. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est que ce sont des mangeurs d'insectes. Et les insectes vont aussi être touchés par le réchauffement et modifier le moment où ils apparaissent. S'ils sont des mangeurs d'insectes, s'ils migrent, il faut que quand ils arrivent, ils aient de quoi manger. S'il y a un changement dans le mode de vie des insectes, peut-être qu'ils trouveront moins d'insectes. Sans parler des problèmes sur lesquels je vais revenir, d'élimination des insectes. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces extinctions d'espèces dont je parle? On élimine les petits poissons, ça pose des problèmes aux gros poissons, on pêche aussi les gros poissons, mais il y a plus grand monde comme prédateurs dans les océans. Et on se rend compte que dans certains cas, il y en a qui en profitent. Les méduses. On parle aujourd'hui de gélification des océans. Il y a tellement de méduses que, dans certaines régions, elles ont complètement pris la place des prédateurs habituels, les poissons, ou les calmars. On a essayé d'éliminer les insectes nuisibles dont je parlais tout à l'heure, nuisibles avec des guillemets, ceux qui mangent les récoltes, mais au passage, on a éliminé tous les autres insectes. Aujourd'hui, on considère qu'on a fait disparaître à peu près 70% de la masse des insectes en Europe de l'Ouest, par rapport à il y a 30 ans. Il y a 2/3 d'insectes en moins par rapport à il y a 30 ans. Ce n'est pas des espèces qui ont disparu. Il y a quelques espèces qui ont disparu, mais c'est surtout la masse.
les insectes ont disparu. Si on prive les mangeurs d'insectes de nourriture, eh ben on se retrouve aussi avec une baisse énorme des mangeurs d'insectes, les oiseaux, dont la population a baissé de 30% en une dizaine d'années en Europe. On considère que, il y a des gens qui ont essayé de calculer la baisse de la population d'oiseaux aux États-Unis. Ils considèrent que par rapport à il y a 50 ans, il y a 3 milliards d'oiseaux en moins aux États-Unis. Un dernier exemple. Dans ces forêts de kelp dont je parlais tout à l'heure, il y avait des loutres de mer qui avaient une fourrure très épaisse. Ça les protège contre le refroidissement. Et cette fourrure attirait évidemment les trappeurs. Pendant des dizaines d'années, les loutres de mer ont été chassées par les trappeurs. C'était à la fin du 19e siècle. Et au début du 20e siècle, il n'y avait plus de loutres de mer en Californie, du tout. Elles avaient été éliminées de Californie par les trappeurs. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Si on élimine les loutres de mer, les oursins n'ont plus de prédateurs et prolifèrent. Et si les oursins prolifèrent, ils vont manger toutes les algues. Et s'il n'y a plus d'algues, il n'y a plus beaucoup de nourriture pour les oursins. Ça a l'air complètement grossier comme façon de voir, mais voilà ce qu'on a obtenu. Ça, c'est la situation de désertification complète du milieu par l'élimination, non pas de l'ensemble du milieu, mais l'élimination d'une espèce. On a éliminé les loutres et on obtient ça. C'était pas du tout ce qu'on voulait obtenir. Parce que cette situation-là, elle est catastrophique pour tout le monde aussi. Toutes les espèces ont été éliminées et les pêcheurs se retrouvent avec peu de poissons. Là, les poissons ne peuvent pas se développer correctement. Il y a un point positif malgré tout dans cette histoire, c'est que les loutres de mer ont été protégées. Très vite. Au début du XXe siècle, les gens se sont dit on ne peut pas continuer comme ça, on arrête de tuer les loutres de mer. Puis il y a eu des programmes de réinsertion, et les loutres de mer sont revenus. Et le réseau s'est reconstitué. Les animaux n'avaient pas tous été éliminés définitivement. Il restait quelques individus qui ont pu se reproduire et repeupler les milieux, et les forêts de kelp sont réapparues. Là, actuellement, il y en a beaucoup le long des côtes californiennes. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'une partie des dégâts qu'on cause sont réversibles. Je vous donnais l'exemple du dodo tout à l'heure, ça c'est irréversible. Mais la destruction de milieux peut être contrecarrée. C'est quand même un espoir pour l'avenir. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'imaginer que de cette planète magnifique que nous partageons avec des millions d'espèces, qu'elle se transforme de façon inéluctable dans une planète sur laquelle ne survivront que quelques espèces, celles que nous n'aurons pas réussi à éliminer, les rats, les cafards, les mouches, et nous-mêmes, les quelques espèces capables de s'adapter à peu près à n'importe quelle condition. On entend parfois que la disparition des espèces, de la biodiversité risque d'entraîner notre propre disparition. Bon, moi je suis un peu plus optimiste que ça, je pense qu'on est capable de vivre dans à peu près n'importe quelle condition. Mais justement, on survivra, mais comment? Comment, dans quelles conditions? Sûrement pas dans les conditions que nous connaissons actuellement. Si nous éliminons toute la faune et la flore. Parce que cette faune et cette flore jouent des rôles indispensables pour notre vie elle-même. Et quand on élimine une espèce, on ne sait jamais ce qu'on va provoquer comme catastrophe potentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut agir et à quel niveau on peut agir? Alors il y a une première chose, c'est que cette baisse annoncée de la biodiversité est maintenant prise très au sérieux. De même que le réchauffement
Les scientifiques en parlent depuis 40 ans, 50 ans. Et ils ont été écoutés de façon sérieuse depuis une vingtaine d'années. Et entendus par l'opinion publique dans le monde entier depuis 2-3 ans. C'est très récent. La biodiversité, on en parle de la même façon depuis très longtemps. Les scientifiques commencent à être entendus. Il y a des organismes qui se créent, par exemple l'IPBES, qui est à peu près l'équivalent pour la biodiversité du groupe d'études du réchauffement qui comporte des milliers de scientifiques aujourd'hui et qui produit tous les 5 ans un rapport très important sur lequel peuvent se fonder les politiques des différents pays concernés, c'est-à-dire tous. On peut protéger des animaux. On protège le panda. Le panda est garanti de ne pas s'éteindre avant longtemps. La Chine a trouvé un moyen simple, hein, les braconniers de pandas sont aussitôt pendus. Donc la situation est... Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour l'humain, mais ça a été efficace pour les pandas. Cela dit, il n'y a pas que les pandas. Il y a tous les autres. Tous les autres animaux, tous ceux que je vous ai montrés, qui vous plaisent peut-être pas, qu'on n'a pas envie forcément de protéger. Il n'y aura pas de campagne de protection des vers de terre, des scorpions et des araignées. Et pourtant, ces animaux jouent un rôle, important ou non, on n'en sait rien, dans les écosystèmes. Et plutôt que protéger les animaux, il vaut mieux protéger les surfaces. Aujourd'hui, il y a 2-3% de la surface du monde qui est constituée de surfaces protégées. Le problème, c'est que la protection est... Alors ici, les aires terrestres sont en vert et les aires marines sont en bleu. Ce sont toutes les zones protégées. Les protégées, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Ça veut dire qu'on s'intéresse vaguement à ce qui s'y passe et qu'on va essayer de ne pas faire des activités qui dégradent trop le milieu. Dans la plupart de ces zones, la pêche est autorisée en mer. Dans la plupart de ces zones, les activités agricoles et la chasse sont autorisées. Sur toutes ces zones, il y a 0,1% qui sont intégralement protégées. Ce qui est vraiment très très peu. Or, on sait très bien qu'une zone réellement, intégralement protégée, ça a des conséquences énormes. Parce que ce sont des endroits, s'ils sont suffisamment grands, où les animaux peuvent vivre, se reproduire et se développer ensuite dans les zones aux alentours. Là, on peut parler de ruissellement. Là, ça marche. Lorsqu'on protège un animal emblématique, un animal charismatique, comme le tigre, on protège aussi tous les autres animaux qui sont autour. Puisqu'on le protège lui, on protège les zones dans lesquelles il vit, et toutes les autres plantes et les animaux qui vivent au même endroit vont être au moins en partie protégés. Ça, c'est un gros avantage. Au passage, c'est intéressant de voir un animal qui est dangereux et qui est protégé en Inde, réellement, alors qu'en France, avec quelques dizaines de loups et même une poignée d'ours, ça pose des problèmes absolument insensés, alors que beaucoup de gens dans le monde vivent avec ces animaux. Au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus de batterie. On parle beaucoup de tri et de choses comme ça, et on se dit, est-ce que c'est vraiment utile? Oui, il y a une partie de ce qu'on consomme qui est directement la cause de pollution qui vont avoir un effet immédiat sur l'ensemble des animaux du monde. Ce que nous produisons, ce que nous consommons, ce que nous jetons, aboutit tôt ou tard dans l'océan. Et peut provoquer des drames pour une partie des plantes ou des animaux. Notre consommation effrénée aboutit aussi à détruire des milieux. Les mines à ciel ouvert pour produire les métaux rares dont nous avons besoin, pour les téléphones, les télés, les appareils électroniques que nous utilisons. Je ne parle pas de ne pas les utiliser, je
parle de réduire notre consommation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas imaginer que la consommation, c'est le but ultime de l'existence humaine. Le réchauffement climatique, j'en ai parlé, ça fait partie des choses sur lesquelles nous pouvons agir aussi au niveau individuel. Pas seulement parce que le fait de se déplacer à vélo est moins polluant que de se déplacer à voiture. C'est aussi une façon de penser les choses. Penser que notre action individuelle, elle agit sur le monde d'une façon que nous ne prévoyons pas. Ben, il faut commencer à le prévoir. Et commencer à le prévoir, ça nous aide aussi à changer de comportement. On peut aussi avoir des actions positives. Une grande partie des insecticides utilisés en France, c'est les jardiniers amateurs qui les utilisent. Il y a les agriculteurs, mais il y a aussi le jardinier du dimanche qui va essayer d'éliminer les limaces qui lui cassent les pieds avec des pesticides. Il y en a plein encore. Moins parce que c'est devenu beaucoup plus compliqué de se procurer des insecticides, mais ça reste important. Enfin, pour terminer, j'ai quand même été long. Pour terminer, j'ai beaucoup parlé de ce à quoi les animaux et les plantes nous étaient utiles. À quoi sert la biodiversité pour nous, êtres humains? Mais ça, c'est une question qui est complètement anthropocentrée, centrée sur ce que nous sommes, nous les êtres humains. La biodiversité, elle a aussi une existence propre. Tous ces animaux qui nous entourent, ces centaines de milliers d'espèces différentes, épouvantables, moches, ou magnifiques, ou surprenantes, ou extraordinaires, c'est aussi toute la beauté du monde dans lequel nous vivons. Et protéger la biodiversité, c'est aussi protéger toute la beauté de la planète Terre sur laquelle nous vivons. Je vous remercie.